Je suis ravi de vous retrouver. Bonjour à tous. Nous sommes à l'Institut du Monde Arabe et nous sommes là pour 300 millions de critiques. Nous allons voir ensemble l'ensemble, justement, de l'actualité francophone. Et nous allons nous intéresser au début de cette émission aux livres sur la sagesse qui cartonnent. Un auteur comme Frédéric Lenoir, par exemple, tenez-vous bien, a vendu dans les dernières années entre 2 et 3 millions de livres, uniquement des livres sur la sagesse, sur le bonheur et sur un certain nombre de dictons populaires. Je vais vous en souffler un pour vous faire rire un petit peu au début, puisque nous sommes aussi une émission un petit peu dadaïste. Et voici ce petit dicton. Tenez-vous bien, si les œufs étaient carrés, les poules n'auraient pas la même vie. Voici le sommaire. Les succès en librairie des ouvrages censés aider le lecteur à penser mieux, à aller mieux, à s'ouvrir à une spiritualité pas forcément religieuse, mais presque philosophique, prouvent une réelle attirance du public vers ces livres. Un en particulier, 3 amis en quête de sagesse, co-signés par un psychiatre, un philosophe et un moine bouddhiste, va servir de départ à notre discussion du jour. Au dernier festival de BD d'Angoulême, l'absence de femmes dans la liste initiale des prétendants au Grand Prix avait créé des remous. Cas singulier ? Pas vraiment. En creusant, on s'aperçoit que les prix les plus prestigieux sont majoritairement attribués aux hommes dans le cinéma, la musique, la photographie, le théâtre ou encore la littérature. Et cela va même au-delà. Les femmes sont aussi sous-représentées dans les directions des grands lieux culturels. Question du jour, la culture est-elle misogyne ? Et si une séance de cinéma se transformait en véritable expérience sensorielle ? Après la 3D ou la réalité virtuelle, le réalisateur canadien Kim Nguyen, sélectionné en 2013 aux Oscars, nous propose son nouveau documentaire L'Odorat en version olfactive. Une initiative qui fleure bon le succès ou pas, nous en discuterons. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Un océan de sagesse m'entoure, les livres évidemment de Mathieu Ricard, d'Alexandre Jolien. Nous allons en parler dans un instant avec Estelle Martin de TV5 Monde. Bonjour ma chère Estelle. Bonjour Guillaume. Ce petit perfecto travaillé est éminemment francophone, je vous félicite. Je vous en prie. Mathieu Dugal, bonjour Mathieu. Bonjour. Chemise de bûcheron. Oui. Vous êtes classique. Oui, c'est ça. En fait, c'est le costume traditionnel au Canada. Voilà. Donc, je suis habillé en vrai Non, mais Canadien. vous êtes beau, tout va Vous êtes bien. un peu hipster quand même. Emmanuel Kérad de France Inter, qui vous savez s'intéresse beaucoup à la littérature et aux livres. Bonjour mon cher Emmanuel. Bonjour Guillaume. Bienvenue, Bonjour à vous tous. êtes sobre, comme Michel Exactement. Thirouty, qui nous a mis une petite chemise rose quand même. Du Effectivement, je n'ai pas bu. du Bonjour, plus je m'appelle bel Michel. effet. On sait depuis longtemps que les livres sont là à la fois pour instruire, éclairer, divertir, approfondir, cultiver, mais ils nous offrent aussi une nouvelle bulle d'évasion, un autre pouvoir, celui de soigner. La littérature spirituelle serait donc censée soigner l'âme, soigner les âmes, et ça marche en tout cas au niveau des ventes, à en juger par le succès absolument faramineux d'écrivains comme Frédéric Lenoir, Christophe André, Alexandre Jolien ou encore Mathieu Ricard. Ces trois-là signent d'ailleurs un livre en commun que je vais vous montrer, que voici donc. 3 amis en quête de sagesse, voici ce livre qui cartonne absolument. Alors la bibliothérapie, est-ce que ça marche vraiment ? On en parle juste après cet extrait de la grande librairie. Sincèrement, ça a d'abord été un plaisir de nous réunir. Vous savez, c'est rare dans la vie qu'on puisse décider de retrouver des amis pendant 15 jours pour échanger, pour prendre le temps de parler, d'approfondir, de réfléchir ensemble sur des grands sujets. Pas seulement pour rire ou pour se balader, ce que nous avons fait, mais aussi se dire, voilà, ces 2 créatures sont mes amis, ils sont intelligents, je les aime, on a plein de choses à se dire. Arrêtons-nous pour parler, réfléchir. Ça a été... sans doute, à mon avis, le primum movens. Après, et notamment grâce à Mathieu, une fois qu'on a été ensemble, on s'est dit, essayons de faire que cette rencontre soit utile aux autres. Et chaque fois que nous avions une séance de travail, Mathieu calmait un peu, parfois c'était un peu dissipé, nous disait, les gars, on se pose et on va réfléchir à ce que nous sommes en train de faire. On va réfléchir au fait que ce que nous faisons doit servir aux autres, ne doit pas être uniquement notre petit plaisir intellectuel, égotique. Et c'est un peu l'idée du livre, quelque chose qui est au départ un plaisir, une joie intellectuelle, affective, qu'on essaie de transformer en outil de transmission, non pas d'une sagesse, mais d'une manière de chercher à s'approcher de la sagesse. Alors qu'est-ce que c'est la sagesse ? On a le sentiment que vous êtes d'ailleurs dans le livre à plusieurs reprises, et Christophe André le rappelait très bien, un peu le grand frère, hein, celui qui vous rappelez pas à l'ordre, mais vous 70 recentrez. ans, voilà, c'est... Qu'est-ce que c'est la sagesse, Mathieu Ricard ? Mais finalement, quand on réfléchit, vous prenez des philosophes, des jardiniers, des mathématiciens, des ouvriers, des dirigeants, ils peuvent être excellents dans leur discipline ou des pianistes,
Mais pas forcément d'excellents êtres humains. Il y en a qui peuvent être mesquins, pervers, narcissiques, tout ce qu'on veut. Et ça n'empêche pas qu'ils sont d'excellents mathématiciens ou des virtuoses au piano. Un sage, on se dit oui. Si on dit c'est un grand sage, mais dommage qu'il soit complètement de mauvaise humeur du matin au soir. Ça marche pas. Donc il faut que ça soit un grand lettré ou un ermite extrêmement simple ou un sage, un paysan. Il faut le messager soit le message. C'est-à-dire que dans sa manière d'être, dans sa manière de se relier aux autres, dans sa manière de parler, de penser, d'agir, il y a un élément de discernement. Il ne faut pas qu'il y ait un fossé avec la réalité. À la fois, il y a une certaine force dans le sage, mais une certaine légèreté parce qu'il n'est pas concerné par la louange et la critique, etc. Donc le sage, c'est vraiment un être qui a une cohérence vis-à-vis de lui et vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde. Il est inutile de présenter donc Mathieu Ricard, dont vous savez qu'il est proche du Dalai Lama. Alexandre Jolien, lui, est philosophe, et c'est un polyhandicapé, mais qui a maintenu une grande tradition philosophique en publiant de très nombreux livres. Et Christophe André, qui est psychiatre. Alors, comment ça s'est publié d'ailleurs chez l'Iconoclaste, et c'est un succès faramineux. Oui, regardez, les livres se multiplient sur ce domaine. D'abord, Emmanuel, je vais commencer avec vous, puisque c'est un peu votre spécialité, la littérature. Est-ce qu'il y a une explication globale à ce phénomène de librairie? Une explication globale parce qu'on est dans un contexte un peu compliqué, qu'il y a eu les attentats évidemment de Charlie Hebdo, les attentats du 13 novembre, et on se retrouve effectivement dans une situation où on a besoin de consolation. Alors la consolation, ça passe aussi dans les romans, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui que dans certains romans, comme Olivier Adam par exemple, qui explore la société, qui explore le mal-être aussi, on s'y retrouve. C'est une façon d'exorciser aussi ses peurs, d'exorciser son mal-être et de se retrouver dans certaines œuvres. C'est vrai que là, avec le livre des trois amis, moi je l'appelle le livre des trois amis, on se retrouve plutôt dans un contexte un petit peu... une discussion sans fin, on va dire. Voilà, on est dans une sorte de parodie presque. On a l'impression que c'est une parodie. Enfin, il y a des cours de morale, on se croirait à la messe parfois. Dans le bouddhisme tibétain, dit Mathieu, on dit qu'une retraite faite en silence, et c'est pas bon, c'est pas un truc pour moi, est 10 fois plus fructueuse qu'une retraite pendant laquelle on parle. Mathieu, Ben, en fait, bon... est-ce que vous avez l'équivalent au Québec, justement Ah, mais il y en a, mais ça pleut, ce genre de truc-là. C'est un phénomène francophone. En fait... Mathieu va vous mimer la pluie du sage. Il pleut des bons. sages. Pensouillard le hamster, par exemple. Pensouillard le hamster. Ouais, mais... Oui, alors... Il y en a énormément. Qui suis-je pour dire aux gens de ne pas lire ça? En fait, on a bien le droit de lire ce qu'on veut et on ne peut pas en vouloir à ces gens-là de vouloir faire le bien également, comme c'est le cas de la plupart des gens qui font de la psychopop comme ça. Bon, on va dire, c'est comme le serment d'Hippocrate, là, d'abord ne pas nuire. Bon, probablement que ça ne nuit pas. Cela dit... c'est un phénomène quand même. Parce que si ça touchait 50 000 personnes, ce serait déjà un beau succès. Et quand vous voyez qu'un auteur comme Frédéric Lenoir, je le disais en introduction, a vendu 2 millions de livres, c'est-à-dire on est 65 millions. Oui, mais en même temps, c'est tellement une littérature de truisme. J'ai un peu l'impression que ces gens-là disent tous la même chose. Écoute, je suis allé regarder des entrevues avec Frédéric Lenoir, mais c'est vraiment l'espèce de truisme par-dessus truisme. Là, j'ai noté des trucs. On regarde en Afrique des gens qui n'ont presque rien, qui sont toujours dans la joie. Ben oui, mais je veux dire, c'est... Non, mais c'est le cliché parmi le cliché. C'est pas tout à fait vrai. La puissance de la joie, il faut faire la distinction entre la joie, le bonheur et le plaisir. Bon, ben, je veux dire... et ça, en fait, c'est bon. Il y a du cliché par-dessus du cliché. À la limite, j'accepte ça. C'est de bonne guerre. Ces gens-là veulent faire du bien aux gens. En fait, ils essaient de mettre sur pied une philosophie du bonheur. Non, mais une philosophie du bonheur. Les gens sont perturbés, donc ils considèrent qu'en achetant ces livres, quelque chose va pouvoir se... Leur situation sociale ne pouvant pas se modifier, ou c'est très difficile, ils pensent que par la lecture d'un livre, on va pouvoir modifier quelque chose. Oui, mais cela dit... Ils s'appellent eux-mêmes les bisounours, parce que c'est vrai que j'entendais Christophe André qui disait qu'il assumait le fait d'être bien pensant, d'être bienveillant et d'être moqué aussi, parce qu'il trouve lui, les psychanalystes, c'est différent. C'est différent, mais c'est par rapport à ce livre qu'il a fait. Mais si je parle, lui, vous allez continuer, mais... Les psychanalystes, ou les analystes, ou les psychothérapeutes, etc., ils ont quand même ce rôle
sociale qui consiste à prendre des gens qui sont un peu cabossés par la vie et essayer de les remettre debout, en tout cas de leur permettre de s'assumer. Donc c'est quand même une démarche qui est scientifique, mais qui existe. Non, mais cela dit, par exemple, il faut faire très attention parce que l'aspect, on va faire du bien aux gens, je veux bien. L'aspect scientifique, cela dit, c'est là que ça devient extrêmement sulfureux, c'est des sables mouvants. En 2011, vous savez, il y a un psychologue américain qui s'appelle Brian Nosek qui, lui, en avait vraiment, mais par-dessus la tête, de voir plein d'études qui se disaient scientifiques être reprises par ces psychologues-là et qui voulaient se donner justement un vernis scientifique. Et il a créé donc à l'Université de la Virginie un projet qui s'appelle Open Science, Center for Open Science. Et donc, il a testé la reproductibilité de ces études-là. Donc, il a pris des équipes de scientifiques qui ont pris ces soi-disant études scientifiques et il n'y en a que 40 % qui avaient la note de passage. Alors, quand on prend ces études-là, on veut faire passer un discours scientifique sous le couvert de on va faire du bien aux gens, ça marche pas, ça ne marche plus. Voilà, c'est là que ça même devient pas scientifique, mais c'est là que ça devient dangereux. C'est là que ça devient dangereux. Il faut pas je pense pas qu'il faille les prendre comme discours scientifique. Enfin, moi qui viens des Il y en a certains qui ont cette prétention. Alors ils essayent de le faire, mais je pense que c'est une erreur de le faire. Moi qui viens des sciences humaines, les sciences humaines, il y a une partie science, puis il y a une partie qui est pas du tout science. Il faut l'assumer comme telle. Mais juste pour expliquer encore plus que, pour expliquer ou pour essayer d'expliquer quelque chose, plus que simplement comme une démarche, on va dire, de la part des auteurs. Je pense qu'il y a une démarche sociétale, ou un besoin sociétal. Avant, Emmanuel en parlait des attentats, mais bien avant cela, il y a trois choses, moi je dirais comme ça très rapidement. Il y a d'abord une absence de spiritualité générale au sein de la société, en tout cas occidentale, qui existe depuis, je ne sais pas, qui est ressentie depuis une bonne trentaine, quarantaine d'années maintenant, parce qu'on est passé au matérialisme, au consumérisme, et il y a cette absence de spiritualité. Après, il y a le côté aussi dans lequel la société est devenue très individualiste. On a de plus en plus abandonné l'idée communautaire, on est sur le moi-je. Donc on n'a plus les repères, on n'a plus la possibilité de discuter ou d'être dans une communauté. Donc du coup, on cherche des repères aussi à travers des gens qui peuvent peut-être nous l'expliquer à l'extérieur. Et puis enfin, il y a une troisième chose qu'on oublie parfois, c'est que maintenant on a droit au bonheur. Ce qui n'était pas le cas avant. Alors quand vous mettez ces trois choses ensemble, aujourd'hui, dans une société où on est déboussolé, on est individualiste, on a droit au bonheur, on va aller chercher des solutions que des gens vont vouloir nous donner, et d'une certaine manière, avec un bouquin comme celui-ci, entre la psychanalyse, entre une forme de religion, entre la philosophie, on est dans une sorte de religion. Mais ils reprennent un peu le rôle du prêtre à l'époque, puisque, sans rire, Emmanuel parlait de l'Église tout à l'heure, mais c'est un petit peu ça. On retrouve un peu le rôle du prêtre, et on n'est plus du tout dans la science. Michel, il y a une chose, par exemple, la semaine dernière, on parlait de l'homme qui marche de Giacometti avec ses pieds importants et cet homme tout mince, c'est-à-dire l'homme qui était enfoncé dans une sorte de glaise, qui est la société matérialiste d'après les années 50, et puis justement essaye de s'élever en devenant un personnage filiforme. Ce besoin, vous venez de le dire parfaitement, il est là. La question, c'est de savoir si ce besoin, il est soigné par la politique, soigné par les revendications, ou soigné par un mélange de théologie, de psychanalyse et de religion. C'est ça. Les gens ne sont pas totalement... Enfin, comme l'expliquait Michel, les gens sont perdus, donc ils cherchent des solutions. Et c'est vrai que là, il nous parle de bonheur, et on aspire tous au bonheur, et peut-être que c'est une façon de trouver... Moi, j'ai trouvé un auteur camerounais qui s'intéresse... Alors lui, il propose qu'on retourne à la nature avec l'animisme. C'est Gaston-Paul Effa, qui est d'origine camerounaise. Donc c'est le Dieu perdu dans l'herbe. Alors il a un petit côté gourou, il parle d'une rencontre avec une pygmée, Tala, dans la forêt, et il explique qu'on devrait... mais ce qui est expliqué dans tous ces livres, c'est-à-dire cette espèce de retour à la nature, nous qui en sommes coupés, et c'est vrai que, est-ce que ça a une solution ou pas? On sent que les gens, parfois, en ont besoin. Et j'ai un autre exemple assez curieux, vous allez tous être assez étonnés, mais je me rends compte de cet intérêt qu'on a pour la philosophie, peut-être parce qu'on l'a perdu, mais même les grands studios, les studios d'animation, alors là, je sors du domaine de ces livres, mais pour avoir vu le dernier Kung Fu pendant 3, mais c'est hallucinant. Mais alors là, c'est au bulldozer, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez Po, le fameux guerrier dragon, mais je vous jure, on ne parle de chi. Je suis muet là tout d'un coup. Non, mais le chi, vous savez ce que c'est que le chi? Je suis en train de chercher le rapport qui existe entre le Dalai Lama et Kung Fu Panda 3. Alors bon, après, ils ne sont pas très d'accord. Le chi, vous savez, cette approche spirituelle, on cherche tous le chi. Qu'est-ce que le chi? En fait, c'est vraiment ce qui relie les êtres et les choses. Vous faites du yoga, Estelle, n'est-ce pas? Non, mais c'est incroyable de voir que les studios d'animation donc américains s'emparent de cette philosophie chinoise, et là, il la distille pas, encore une fois, c'est au bulldozer, et on sent... Moi, je trouve que c'est un exemple hallucinant on ne sait plus où on est. Je vais vous donner 3 exemples. C'est un autre, Christophe André, abécédaire de psychologie positive. Par exemple, il vante
un peu comme Victor Hugo, l'art d'être grand-père pour se restabiliser. L'art de la grasse matinée. Ils discutent avec un copain, ils font jamais ni l'un ni l'autre qui travaille beaucoup de grasse matinée. Ils considèrent que si on passe à la grasse matinée, ça va aller mieux, voire même donc le bonheur qui passe par le gratin de courgettes. Alors, c'est à la fois archi-comique et en même temps, les massages, le yoga. Si on fait l'addition, la pleine conscience en psychologie, la méditation. La méditation. La méditation par la pleine conscience. Ouais. Voilà. Il y a un livre, vous savez qu'il y a un livre qui est l'hypnose. sorti il y a 10 ans et qui se vend. J'ai appelé un libraire, moi, pour savoir quelles étaient les ventes, justement, de livres de développement personnel. Il y a un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec, qui a été publié par Don Miguel Ruiz. C'est un Mexicain. Et il s'est vendu à des millions d'exemplaires. Et aujourd'hui encore, sorti en 2005, vous imaginez, aujourd'hui encore, il est en tête des ventes dans le rayon de développement personnel, des livres de développement personnel. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui est vraiment une sensation. Pour terminer sur ce sujet, je voudrais quand même vous citer sur les réseaux sociaux donc, les commentaires que nous avons. Julia Rivière parle du trio Jolien, André Ricard et insiste, il faut lire leur dernier livre qui s'appelle « 3 amis en quête de sagesse ». Ça peut changer une vie. Donc vous voyez, les gens sont concernés par ça, c'est-à-dire qu'au terme d'une lecture, ils sont absolument persuadés, et il ne faut pas prendre ça toujours avec un sens critique, que ça va pouvoir changer leur vie. Vous suivez évidemment cette émission sur le compte Twitter, vous laissez des messages avec le hashtag 300 millions de critiques et retrouvez les infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Merci Emmanuel d'être venu nous voir. C'est Lise Lauretière qui va prendre votre place dans un instant pour le prochain débat. La culture est-elle misogyne? Ce prochain débat, ce débat que voici, on revient sur un sujet qui a beaucoup animé ces derniers temps le monde culturel, notamment au Festival international de la BD à Angoulême. Aucune femme n'était en effet au sein de la liste initiale des 30 prétendants au Grand Prix du festival. Alors est-ce que c'est un arbre qui cache la forêt? Peut-être, car en creusant un peu plus, on s'aperçoit donc que les prix les plus prestigieux sont majoritairement attribués aux hommes dans le cinéma, dans la musique, la photographie, le théâtre ou la littérature, et ça va même au-delà, puisque les femmes sont sous-représentées, on l'a vu aux Oscars, dans les nominations ou dans les directions des grands lieux culturels. Alors, quelles sont les raisons de ce constat, qui est quand même assez tragique? On en débat juste après ce sujet, donc, qui est un sujet qui nous vient de nos amis et confrères de France 3. Dénoncer le sexisme dans la bande dessinée, c'est son combat. Depuis le début de sa carrière, Florence Sestac n'a cessé de plaider la cause des femmes dans ses albums. Ce dessin, c'est du vécu, c'est ce que j'ai vécu plusieurs fois d'ailleurs. Et le mec me dit « Ah, on peut pas dire que vous ayez un dessin très féminin ». Et dans ces cas-là, ça m'énerve parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un dessin féminin. Et moi, je pense, et sa connerie, elle est comment? Voilà. Elle a été l'unique lauréate du Grand Prix du Festival d'Angoulême en 2000. 15 ans après, Florence aurait aimé qu'une autre femme soit couronnée cette année. Mais le jury en a décidé autrement. Les gens d'Angoulême, c'est l'ancienne génération, cette génération où ils étaient tellement l'habitude d'être entre mecs qu'ils s'imaginent que ça continue toujours comme ça. Mais les temps ont changé. Maintenant, il y a des filles, elles sont là, elles sont présentes, elles ont une œuvre, et elles sont importantes. Boudés par le festival, les grands noms féminins du 9e art ont pourtant aujourd'hui un public fidèle. Parmi ces femmes, Claire Bretéché ou Pénélope Bagieux. Pénélope, symbole de la nouvelle génération, devenue une star grâce à son blog Les Culottés. Après la polémique sur la présence des femmes à Angoulême, Pénélope a lancé un mouvement antisexiste, plébiscité par les auteurs. Dans la bande dessinée, il y a un truc un peu paternaliste. C'est jamais des remarques méchantes. Mais c'est une espèce de condescendance un peu paternaliste, de dire « Alors les filles, vous êtes entre vous, faites vos livres, c'est bien, c'est mignon, faites vos petits livres de filles. » Les préjugés sont encore là. En témoigne le discours gêné des éditeurs de bande dessinée. Une femme, ça nous change, parce qu'on a 75% d'auteurs masculins et que oui, c'est quand même mieux d'avoir plus de mélange et d'avoir des approches différentes. Et quand on leur parle de parité imposée... En tant qu'éditeur, je ne suis pas favorable au quota parce que c'est toujours un rapport... unique avec un auteur qui nous décide, et avec son travail, qui nous décide à publier. Le public a changé, les femmes lisent de plus en plus de bandes dessinées, à bon entendeur. Voilà, nous sommes presque à la parité sur le plateau de 300 millions de critiques, 2 femmes et 3 hommes, pour parler de ce phénomène d'une culture qui serait donc misogyne. Est-ce que vous le considérez, les filles?
Ah oui, bon, oui, bien sûr. Évidemment. Bon, Parce que, non, mais on peut le voir dans les théâtres. Les théâtres, il y a eu très peu de femmes qui ont été nommées à la direction de théâtre, que ça soit public ou Marielle subventionné. Mayette, Comédie Française. Oui, voilà, mais ça a été le début du renouveau. Et à chaque fois, en plus, c'est un espèce Ariane il y a Mouchkine. Ariane Mouchkine qui a été une des pionnières. Encore une fois, oui, vous avez raison de citer. Il y a eu des pionnières, même Sarah Bernard, on pourrait la citer en allant plus Compagnie Renaud plus Barraud. loin. Mais il n'empêche qu'on est en minorité. Et dès qu'on va installer, non pas un quota, mais rétablir un peu une espèce de parité sans être une parité, je crois qu'elles sont 10 aujourd'hui à directrice de 39 établissements publics. Donc on n'en est pas là. Et là, c'est un espèce de tout le monde vent debout. Ah oui, parce que ce sont des femmes, il faut nommer des femmes, peu importe, même si elles n'ont pas de talent ou pas. Je trouve que nous, en tout cas en France, on est une société misogyne. C'est très compliqué. Macha Makayev l'a expliqué quand elle a commencé avec Jérôme Deschamps, ils étaient ensemble. Elle a dû se battre pour revendiquer. Et aujourd'hui, c'est elle qui est la directrice de la Criée, si je ne m'abuse, à Marseille. Mais elle-même est la première à dire que pour arriver tout en haut de l'affiche, il a fallu qu'elle se batte et qu'elle démontre encore plus que Jérôme Deschamps qu'elle avait le talent. Mais ce qui est bien, c'est que ça change. Et maintenant, on a eu 2 ministres de la Culture qui sont des femmes. Oui, mais ça bouge doucement. Mais ça bouge, Audrey oui, Azoulay. mais quand même, on est en 2016, on est au XXIe siècle. Ça serait Mais bien vous que savez ça, que la question, ça se progresse. je mets évidemment un petit peu de feu là-dessus. La grande question qui est opposée à ça, c'est de dire, bon, le talent, on doit récompenser d'abord le talent, Molière soit un homme, que Molière soit une femme, etc. Le problème, c'est pas Molière, son identité sexuelle, mais c'est son talent. Lise-leur d'abord. Du talent. Moi, je vais totalement dans le sens d'Estelle. C'est vrai que, en Afrique, c'est né un secret pour personne. La place des femmes, elles sont reléguées vraiment au second rang. Et la culture n'y échappe pas. Très peu de femmes dans les instances culturelles, pas de prise de décision. Mais au-delà même des instances, il y a quelques années, c'est même accéder dans les milieux de la culture, c'était compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, si tu voulais être chanteuse, je pense à une chanteuse, à Betty Masikini, congolaise, qui était la première africaine à passer à l'Olympia en 1973. Dans son pays, elle avait beaucoup de difficultés à se faire admettre en tant que chanteuse. Choriste, oui, mais chef d'orchestre, non. Alors, heureusement, aujourd'hui, comme dit Estelle, la situation a changé, mais je suis d'accord, ça change tout doucement. Et les femmes ont contribué à la formation, à des formations dans les métiers culturels en créant elles-mêmes leur propre compagnie. Par exemple, au Burkina Faso, il y a une dame qui s'appelle Irène Tassembedo, qui est chorégraphe, qui a été formée à l'école de Maurice Béjart à Dakar et qui aujourd'hui forme tous les jeunes dans ces métiers-là. Donc ça change. Donc ça change, voilà. Michel. Doucement. Oui, pourquoi est-ce qu'on retrouve moins de femmes aujourd'hui? Tout simplement, je pense, alors ce qu'elles n'excusent en rien, mais pourquoi on retrouve moins de femmes à Angoulême pour le prix de la BD ou comme réalisatrice nominée ou lauréate? Simplement parce qu'il y en a moins au départ. Pourquoi on en retrouve moins à la direction de théâtre? Parce qu'il y en a moins au départ, simplement dans le choix possible. C'est même pas une question de talent, c'est une question de nombre, à mon sens. Et ça traduit quoi? Ça traduit un véritable problème sociétal qui va au-delà de la culture. Bien sûr qu'en Suisse, on a aussi des femmes qui sont à la tête d'établissements publics, qui sont à la tête de théâtre, qui sont à la tête de musées. On peut penser à Tatiana Franck à l'Élysée, ou Anne Bison et Françoise Courvoisier qui pendant des années ont été à la tête de théâtre à Genève, ou Yasmine Charles, écrivain, qui est à la tête de l'Octone. Puis alors on se dit, finalement, il y en a. Alors est-ce que ce sont les arbres qui cachent la forêt? Oui, ce sont les arbres qui cachent la forêt, parce que sociétalement, nous, dans nos sociétés, on va dire, plutôt du sud de l'Europe, en tout cas francophone, on est dans des sociétés qui sont patriarcales, dans lesquelles il n'y a pas une place... Il va y avoir Aurélie Dupont à l'Opéra à Paris, qui a remplacé... Oui, ça existe. Mais je termine. Mais dès le départ, on n'a pas prévu, on n'a pas donné la place possible, que ce soit culturellement, que ce soit dans d'autres professions, pour qu'on ait une parité dans les professions. Prenons le problème à l'envers. Vous êtes puissance publique. Et tout d'un coup, imaginons... on vous dit il faut nommer quelqu'un à l'Odéon, par exemple. Mais ça marche pas Quel comme est le critère? Mais ça marche pas comme ça, Guillaume. Le problème pour moi, c'est... Ne soyons pas simplement des commentateurs, soyons des décisionnaires. Non, mais je suis un décisionnaire. Moi, je vous dis, décisionnaire dans les médias. Qu'est-ce qu'on fait? Mais le problème, il est en amont pour moi. Le problème, il est par exemple, c'est très bête ce que je vais vous dire, mais accordant un congé paternité et pas simplement un congé maternité, de telle manière, comme dans les pays scandinaves, de telle manière que les hommes puissent s'occuper des enfants. Ça veut dire que si un homme peut s'occuper d'un enfant, la femme peut continuer de travailler. Elle n'est pas obligée de s'occuper des enfants et de choisir entre les deux. Et ce qui fait bien souvent... Je vais faire le déplaiement, ça donne l'infomaniaque de Lars von Trier. Mais Emmanuel Haïm, ce que je vais expliquer, c'est que c'est que ça part de là, à mon sens. C'est pas simplement le problème, il n'intervient pas au moment de choisir s'il faut nominer une femme ou un homme à tel poste. C'est qu'il faut donner la possibilité de le faire dès le départ dans la société. Et là, on a un véritable boulot à faire. Nous, société plutôt du sud de l'Europe, on a vraiment
On a tout à repenser. Mathieu. Ben, vous savez, ça prend pas juste des bonnes politiques publiques, parce qu'au Japon, en fait, c'est une des meilleures politiques de congés de paternité, et le taux d'hommes qui prennent des congés, c'est quoi? C'est 2 %. Donc, ça prend vraiment une question de culture. Ce n'est pas le cas dans les pays scandinaves. Oui, par contre, effectivement. Mais je vais vous parler d'un domaine dont on parle peu ici, le domaine du jeu vidéo, hein, qui est en train petit à petit d'accéder au statut d'objet culturel. Donc, prenons le monde du jeu vidéo comme un monde de la culture. Il y a 2 ans, il y a un scandale incroyable qui a secoué ce monde-là, qui s'appelle le scandale du Gamergate. Histoire courte, une développeuse de jeux vidéo indépendante sort avec un journaliste. Ils se séparent. C'est une séparation qui se fait vraiment très mal, en fait. À la suite de cette séparation-là, lui commence à dire qu'elle l'avait trompé pour X, Y raison. Et donc, il met des photos d'elle en ligne. Il dit que c'est une... Imaginez votre mot ici. Une gentille fille épanouie. Et donc, cette fille-là, Zoe Quinn, s'est fait ramasser, mais vraiment par la grande nébuleuse des joueurs de jeux vidéo, qui sont en majorité des gars. Des garçons. Et donc, eux se sont servis de cette histoire-là pour dire que non, c'était pas de la misogynie, c'est qu'on voulait simplement souligner le fait qu'elle couchait avec un journaliste indépendant pour avoir des bonnes critiques sur les jeux vidéo qu'elle faisait. Et par la suite, en fait, il y a plein de blogueuses féministes, dont une française d'ailleurs, qui est très bonne, qui s'appelle Marlar, c'est son nom de blogueuse, et qui se sont engouffrées là-dedans, qui ont dit, oui, il y a un réel problème de misogynie dans le monde du jeu vidéo. Ces filles-là reçoivent des menaces de mort, ces filles-là reçoivent des courriels de haine, vous pouvez vous imaginer tout ce qu'elles reçoivent. Et donc, on est dans un monde, justement, à forte présence masculine, où des femmes essaient de faire leur place, et c'est atroce là, pour certaines femmes. Là, Anita Sarkeesian, qui est une des blogueuses américaines qui traitait de ce truc-là, elle a déjà dû annuler des conférences sur des campus américains parce que des blogueurs, des internautes anonymes disaient qu'ils allaient arriver sur le campus de l'université avec un fusil et faire un carton. Alors, c'est sûr qu'à partir du moment où des femmes arrivent dans un milieu, il y a une structure de pouvoir qui change et ça a des conséquences comme celles qu'on connaît. Là. Vous vouliez ajouter, Elisa? Oui, juste ça me fait penser, pour faire un peu écho, à cette, alors peut-être je me souviens plus, cette actrice marocaine qui avait joué dans Much Love et qui a également été menacée. Et battue. Qui a été battue, d'où la difficulté d'admettre des femmes dans ce milieu. Et il y a un film également qui est très intéressant de Sembène Ousmane, La Noire 2, où l'actrice avait joué le rôle d'une bonne, à l'époque à Dakar, le rôle d'une bonne qui était venue en France et qui avait du mal à rentrer, et elle s'est suicidée. Et ça, à Dakar, on lui en a voulu de jouer le rôle d'une personne qui se suicide parce que le suicide ne serait pas africain. Donc tout ça, ça prouve la difficulté si on prend par exemple rentrer dans ce milieu. l'exemple de la pop musique aujourd'hui, Madonna, Rihanna, Beyoncé, il y a Jay-Z, il y a Stevie Wonder, mais ça c'est relativement équilibré. Ce qui, moi, me paraît un peu angoissant pour les femmes, par exemple, il y a des métiers où ça se passe très bien, l'enseignement. Même le journalisme, la féminisation des métiers sont considérables, peut-être pas dans les structures dirigeantes. Avec une paupérisation, ça n'a pas de rapport avec le c'est étonnant, comme plus il y a de femmes, plus le salaire baisse. Enfin, c'est étonnant, cette espèce de rapport curieux. Mais ce sont des métiers qui se sont féminisés. Oui, et les salaires ont baissé. Non, mais les salaires, c'est un scandale. Mais c'est des métiers qui sont féminisés. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans la culture contemporaine, la culture d'aujourd'hui, on évoquait le jeu vidéo ou le rap. On se souvient, par exemple, vous n'osiez pas prononcer le mot, mais quand à un moment, Orelsan, qui est une sorte de rappeur chic, branché, etc., traitait les femmes de putes, des associations se sont mis à hurler contre lui, et il lui a dit, mais c'est pas tellement ça, c'est aussi la dérision. Dans ma génération, qui sort des années 70, il y a des choses qu'on ne faisait plus, c'est-à-dire la génération qui est née du deuxième sexe de Beauvoir, c'est-à-dire que la société était très inégalitaire homme-femme, mais il y avait un comportement qui était, comment peut-on dire, qui était quand même assez normé, disons politiquement correct. Ça s'est développé aux États-Unis dans des proportions considérables, et dans les jeunes générations, on retrouve un truc qui est terrifiant. C'est le statut de la poufiasse,
et le statut du macho. Et c'est vrai pour la culture, beaucoup des jeunes, c'est vrai souvent dans la culture des quartiers, etc. etc. Et ça devient très très compliqué à gérer, parce que vous pouvez prendre des décisions. Je vous donne un exemple. Vous avez un gouvernement français qui respecte la parité, pour une fois, c'est vrai, c'est incontestable, mais il n'empêche que dans la société française, que la parité est respectée dans certains endroits, la réponse est non. Mais dans la musique classique, Guillaume Durand, enfin vous ne pouvez pas dire, dans la musique classique, on voit bien que c'est un milieu extrêmement machiste. Vous discutez avec une chef d'orchestre. La plus grande pianiste du monde, est une femme. Oui, mais une chef d'orchestre comme Emmanuel Haïm va vous expliquer que c'est très compliqué de prendre la tête et qu'elle peut. Il y a certains, je pense qu'à Vienne, est-ce qu'ils ont eu une chef d'orchestre femme à Vienne qui est réputée comme l'un des plus machos? Et c'est pareil, Stéphane Lissner, vous parliez d'Aurélie Dupont. Oui, mais elle s'occupe quoi? Du ballet national, le ballet, quelque chose pour les femmes. Brigitte Lefebvre était avant. Alors, expliquez-moi quand il y a eu une femme qui a pris la tête de. À Berlin, Karajan avait fait entrer une clarinettiste dans les années 80, Sabine Meyer, qui était sa protégée. C'était une des premières femmes à entrer dans l'orchestre. Elle s'est tellement fait rabrouer par les autres musiciens qu'elle a décidé de s'en aller. Mais heureusement, il y a des domaines justement comme la musique classique où les orchestres féminisent beaucoup, comme par exemple à Montréal, on regarde l'Orchestre symphonique de Montréal. Au PIF, je ne sais pas si c'est la parité, mais ça ne doit pas être loin. Donc... Mais au niveau des musiciens, des interprètes, mais c'est vrai qu'au niveau de la conduction, les chefs d'orchestre, alors ça c'est un métier qui est éminemment masculin et qui n'est pas simple non plus d'ailleurs pour les hommes quand ils dirigent un orchestre, parce qu'il y a souvent des discussions sans fin qui ont lieu. Une dernière chose, juste Guillaume, quand vous parliez effectivement de la vision de la femme qu'on a aujourd'hui dans une certaine culture, alors petit pavé dans la mare comme ça, je dirais qu'il y a aussi malheureusement une responsabilité de certaines femmes elles-mêmes qui acceptent de jouer ce rôle de poufiasse, parce que ça leur permet d'atteindre le devant de la scène et de gagner son argent comme ça. Il y en a un certain nombre via la télé-réalité aujourd'hui. Et du coup, en se faisant une place au soleil, certes qui est agréable pour elles, elles ne font que contribuer à cette déperdition de l'image de la femme et de les rendre chosifiées. C'est un petit pavé, hein. Oui, c'est un petit, mais quand même, faut le dire. Mais il n'aime pas la télé-réalité. Acceptez pas les rôles comme ça, quoi. Enfin, Florence Sestac est l'unique dessinatrice lauréate de ce fameux Grand Prix du Festival d'Angoulême, donc il y a 16 ans, et c'est évidemment quelque chose qui a posé un énorme problème, de la même manière que c'est posé sur un registre qui est un peu différent, mais le problème de la représentation de la communauté noire aux États-Unis aux Oscars, ça a posé beaucoup de problèmes. Ça va peut-être changer sur le long terme, parce que dans le cas d'Angoulême, je parlais avec Michel Rabagliati, qui est un de nos grands BDistes au Québec, d'ailleurs, qui était du Festival d'Angoulême cette année. Je lui demandais qu'est-ce qu'il en pensait justement de cette chose-là. Il dit, le problème avec le Grand Prix d'Angoulême, c'est que ça récompense une carrière. Et donc, la carrière des femmes BDistes, veut pas, actuellement, il n'y en a pas qui ont des grandes carrières, et ça va peut-être venir d'ici 10, 15, 20 ans, c'est sur le long terme. Sur les réseaux sociaux, les twittos se réjouissent de la bonne image que donne la nomination justement dans ce domaine. C'est pour ça que j'évoquais d'Aurélie Dupont à la tête de l'Opéra de Paris pour la danse. Françoise Escoffier écrit « Quelle bonne idée, une femme pour diriger les ballets de l'Opéra de Paris ». Belle image pour la France. Vous aussi, vous suivez sur le compte Twitter de l'émission. Vous laissez évidemment des messages sur le hashtag 300 millions de critiques et vous retrouvez toutes les infos dont vous avez besoin sur le site internet de l'émission qui est au bas de l'écran. Merci Lise-Laure d'être venue voir. C'est Yves Bigot qui va prendre votre place dans un instant pour notre dernier débat qui sera consacré donc à l'odorat dans le cinéma. C'est une grande nouveauté. Voici le zap culturel. Élégant d'allure et d'esprit, Umberto Eco était à la fois scientifique, journaliste, historien, philosophe et un grand romancier révélé sur le tard. Je pense que cette idée qu'un livre difficile ne peut pas rencontrer la faveur du public est une idée qui ont seulement les journalistes et les éditeurs, qui représentent une minorité. Je crois que les gens sont fatigués des choses faciles. C'est facile de dessiner ces dessins-ci? Oui, les dessins, oui, mais c'est pas facile de faire ce qu'il y a derrière, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Des taches, comme si on avait lancé de la peinture dessus. Et là, on dirait qu'il a fait avec ses doigts, comme ça. Qu'il a trempé, puis qu'il a fait avec ses doigts et tout ça. Ça, c'est facile, mais il faut comprendre. Ne faites pas de photos, s'il vous plaît. Non, je suis une comédienne, vous savez, je sais faire des trucs bien. Ça, ici, je le fais pour bouffer. C'est tout, alors ne faites pas de photos. Même générique, mêmes acteurs. Le temps s'est pourtant bien écoulé et on ne cherche pas à le cacher. Je suis contente de te voir, comme toujours. Toutes les excuses sont bonnes pour te retrouver. Contre les hippies échevelés, les années 80 produisent une drôle de faune, les punks. Comment ça fait pour tenir en l'air?
Avec du savon, avec de la laque. Et les parents? Ils gueulent un peu. J'aimerais dédier ce prix au peuple tunisien, le grand peuple tunisien, tous les martyrs de la Révolution qui ont contribué à la Révolution, sans lesquels nous n'aurions pas pu être là aujourd'hui. L'Ours d'or du Festival de Berlin a été décerné au documentaire italien Feu en mer. Tourné dans l'île de Lampedusa, ce documentaire raconte le drame des réfugiés à travers le regard d'un jeune garçon. Le réalisateur Gianfranco Rossi a dédié son prix aux habitants de l'île et dénoncé la construction de murs pour freiner le flot de migrants. C'était il y a 26 ans et ce moment d'histoire est toujours l'un des principaux attraits touristiques de Berlin. Les vestiges du mur sont pourtant rares. Voici l'une des seules portions encore debout. De plus loin, on a l'impression que c'est tout petit comme mur et que c'est très fragile. Et en fait, les murs qui paraissent fragiles peuvent être infranchissables. Et si la ville de demain se cachait derrière les forêts? Et si le bitume se confondait avec la nature? L'annonce, la voici, mise à prix 12 000 €. Il s'agit d'un bunker construit en 1939. Actuellement, 17 700 clics sur l'annonce en quelques jours. Depuis la fin de 1914, la guerre s'est enlisée. Alliés et Allemands se font face sur 700 km d'étroites tranchées, terrées dans la boue, pour se protéger des obus qui tombent par millions. Là, il y a une shrapnel. Quoi? C'est les billes d'obus. C'était redoutable pour les poilus, ça, les shrapnels. Et c'est comme ça dans tous les champs de bataille, hein, tout autour de Verdun. C'est criblé, c'est criblé. Un visage boursouflé. Esquinté. Léo le Magnifique est défiguré dans The Revenant. À 41 ans, le caméléon du cinéma est déjà une légende. Et si une séance de cinéma, puisque nous sortons du zap culturel, se transformait en véritable expérience sensorielle, après la troisième dimension, la 3D, ou la réalité virtuelle qui lui donnait l'impression d'être au cœur du décor d'un film, nous pouvons à présent en respirer ses odeurs. C'est le défi que s'est lancé le réalisateur canadien qui s'appelle Kim Nguyen, qui a été sélectionné en 2013 pour les fameux Oscars américains et qui propose son nouveau documentaire qui s'appelle tout simplement L'odorat, en version olfactive dans un cinéma parisien. On est tout à fait éloigné des senteurs culinaires habituelles ou des senteurs florales dans ce documentaire qui promet d'emmener le spectateur vers vraiment des continents ou un continent quasiment inconnu ou jamais abordé par le cinéma. Alors, pari tenu, on en débat juste après la bande-annonce de ce film. It was a morning in 2005 and I went for a jog. When I hit my head, my brain bounced. It severed all of these neurons. Zero. I could smell nothing. En grandissant et en devenant cuisinier, j'ai eu une obsession. Réussir à capter la saveur, le parfum et le goût du vent d'ici. Il y a toujours du vent au bord de la mer. Smell is what gives you the flavor of everything that you taste. Truffe d'Alba, c'est le Viagra naturel, una vitalità, una virilità. Le pouvoir des arômes, c'est un pouvoir direct sur nos émotions, sur nos souvenirs, à notre insu. My first love was a guy named Alex. After I lost my sense of smell, he didn't have his smell anymore. That was the most heartbreaking. It is the energy released by the two flowers, and that is truly falling in love. One day, there was a smell. I would later learn that phantom smells is something that's very common. It made me feel like, maybe there was hope. Bonjour mon cher Yves Bigot, nous allons parler donc de ce documentaire. Alors est-ce que c'est un phénomène totalement isolé, l'expérience d'un seul homme, un réalisateur qui a beaucoup de talent, ou est-ce que comme la 3D, ça peut aboutir à quelque chose qui se généralisera dans les films? L'expérience est réussie? Alors, la réalité, c'est que le film est passionnant en lui-même, indépendamment de l'expérience olfactive, qui
n'était pas extrêmement probante dans la salle, en tous les cas parisienne dans laquelle nous étions. Maintenant, il faut dire une chose, c'est que les odeurs qui étaient sélectionnées pour cette projection sont des odeurs relativement fines, on va dire. Hein. Il y avait le safran, l'ambre gris, la truffe blanche. J'ai oublié quelle était la quatrième, mais vous voyez, c'est pas... Ça sort d'où? Parce que évidemment, on a envie de poser des questions techniques. Dans la 3D, on voit bien ce qui se passe, mais comment ça sort d'où? Il y a des diffuseurs de parfums. Oui, ils ont inventé un système de diffuseur. C'est un diffuseur de parfum qui vient concomitamment avec les scènes de film. Oui, c'est là où c'est décevant, parce qu'en fait, il y a 4 parfums qui sont comment on pourrait dire, diffusés pendant la projection, alors qu'on parle de beaucoup de parfums différents dans ce documentaire, puisqu'il s'agit d'un documentaire sur l'odorat, qui est passionnant, encore une fois. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'expérience olfactive, c'est assez court. Mais vous savez ce qu'ils auraient pu faire, hein? Dans les années 80, John Waters, le pape du trash, du cinéma trash aux États-Unis, avait sorti le film, d'ailleurs, qui est une des plus drôles comédies jamais réalisées, Polyester. Ouais. Et Polyester était en odorama. Et bon, moi, je ne l'ai pas vu en odorama, mais ça fonctionnait avec des cartes scratch and sniff. Et donc, on pouvait avoir plus d'odeur, j'imagine. Gratter et respirer. Donc, il y a des chiffres qui apparaissent, d'ailleurs, quand on loue, quand on regarde le DVD, il y a des chiffres qui apparaissent. Et donc, c'est le besoin. Il y aurait peut-être pu prendre des mais c'est le besoin, c'est pour le propos d'un film sur l'odorat, on renforce, mais c'est pas le même phénomène que la 3D, c'est-à-dire une technique qui se généralise. Mais en fait, le film se vaut. Le film se vaut en lui-même. On n'a pas besoin d'odeur, parce que moi, je l'ai vu sans odeur, ce documentaire-là. D'ailleurs, il s'appelle Le Nez au Canada, rien à voir avec Gogol. Et ce qui est fascinant de voir aussi dans le parcours de Kim Nguyen, c'est que c'est un touche-à-tout, hein, parce que c'est pas un documentariste à la base, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître dans la fiction, qui a touché vraiment dans toutes sortes de types de fiction. Le Marais en 2002, Truffe d'ailleurs, qui est un film très drôle d'anticipation sur un marché de la truffe noire qui se développe dans l'est de Montréal suite au réchauffement climatique. Alors que là, il s'agit de la truffe blanche en Italie. Ouais, donc, il aime beaucoup la truffe, mais c'est vraiment quelqu'un qui est un multi-talentueux. Non, pas vraiment. C'est un multi-talentueux, Kim Nguyen. Donc, c'est un bon film, mais ce n'est pas la généralisation d'une technique qui est en train de mettre dans le cinéma. Je ne penserais pas, non. Ben non, parce que c'est ce qui ressort de ce que vous avez vu. Après, on va en parler avec Michel. Mais... Oui, bien sûr, c'est ça. C'est le documentaire en lui-même sur le fait que l'odorat c'est comme le parfum de Patrick Suskind, le roman, quoi. Bien sûr, et que l'odorat est un sens absolument décisif, y compris pour décider de quelles vont être les relations humaines, d'où d'ailleurs toutes ces histoires, il l'a dans le nez, elle ne peut pas le sentir, etc. On sait depuis la science, depuis maintenant une quarantaine d'années, nous a quand même expliqué qu'il y avait quelque chose qui théoriquement n'avait pas d'odeur, ou en tous les cas pas d'odeur directement perceptible, qui s'appelle les phéromones, et qui sont ce qui... La base de la vie amoureuse. Non, mais voilà, mais qui régule au-delà de la vie amoureuse et effectivement de l'attirance, même les relations entre les personnes, d'attraction. Parler de l'argent, c'est ça qui n'a pas d'odeur et qui régule les relations des personnes. Mais alors l'argent est quand une phéromone matérialisée par l'humanité, mais en l'occurrence qui régule, on va dire, la perception naturelle que les êtres humains, ou les animaux d'ailleurs, ont les uns des autres. Mais je dois terminer sur un sujet, car j'ai été très déçu, de même qu'Estelle, c'est qu'un Allemand qui participe à ce film... J'étais sûre que vous alliez relever ce fait. Voilà, je vois créer un parfum à partir de l'odeur de vulve de 25 femmes différentes. Et donc ça s'appelle vulva. Voilà, comme ça au moins vous êtes... Et malheureusement, ce parfum n'a pas été diffusé dans la salle où nous étions. Vous avez bien suivi, il faut le mettre sur la peau, sinon on ne sent pas. Et il n'était pas en vente à la sortie, malheureusement, ni on ne nous a pas distribué d'échantillons. Ce garçon est président de TV5 Monde. C'est un parfum pour homme, je tiens à le préciser. Alors, Michel n'a rien dit. Non, à part ça, il a raison, parce que c'est vrai que ça nous titille. On a envie... Mais non, mais c'est vrai, on se dit c'est incroyable ce truc-là. Donc on a envie de pouvoir sentir, de se dire c'est quoi cette expérience. Moi, je partage entièrement votre avis. J'ai vu le film également l'autre jour. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur exemple pour deux raisons. D'abord, effectivement, les parfums qui sont diffusés sont des parfums synthétiques qui ne sont pas toujours extraordinairement de la meilleure qualité. Ensuite, ils ne sont pas toujours à propos dans le film. Ensuite, le film en lui-même, le documentaire en lui-même, je ne sais pas, parle de 50, 60, 70, 80 parfums différents à des moments différents. Donc, on en a droit à 4, donc c'est un peu frustrant pour les autres. Ensuite, c'est presque se tirer une balle dans le pied parce que
La mémoire olfactive, on l'a tous. Et donc, même si un parfum n'est pas diffusé, on est capable de s'en souvenir. Et paradoxalement, d'avoir ces 4 parfums qui sont constamment présents pendant le film, ça nous empêche parfois de nous souvenir d'autres parfums. Et c'est vrai que le documentaire en lui-même est passionnant. Il n'a même pas besoin de ça pour être vu. Il faut le voir. C'est passionnant. C'est un voyage en soi. Et puis la dernière chose, c'est exactement ce que vous disiez, Estelle. C'est-à-dire que là où ça ne va plus, c'est que les parfums réagissent différemment en fonction de la peau sur laquelle ils sont appliqués. En fonction de l'atmosphère dans laquelle on se trouve. Donc, diffuser, on va dire, des parfums qui sont génériques, qui sont synthétiques, c'est pas forcément le meilleur exemple. Moi, je suis curieux de voir, puisqu'on parle cinéma, si un jour, on va se retrouver avec des films qui vont utiliser des ambiances odoriférantes, qui ne sont pas directement en lien. On ne va pas nous diffuser du safran parce qu'on parle du safran, de l'ambre grise parce qu'on parle de l'ambre grise, mais simplement qui amène un plus dans le film, dans la compréhension, dans l'atmosphère du film dans laquelle on se trouve. Et vous êtes pour ou contre? Mais pourquoi pas? Mais il faut... Mais alors, je vais vous faire un exemple absurde. Donc on se met tous les 5 ensemble, on va voir le soldat Ryan, et pour accentuer l'impression de terreur du débarquement en Normandie, il y a un type qui vous asperge de sang, d'hémoglobine dans la salle. Non, mais s'il y a l'odeur de la cordite, par exemple, des obus ou des balles... Moi, je pense que c'est une expérience et qu'il serait bien qu'elle soit limitée. Mais vous savez, Guillaume, parce qu'il y a un truc aberrant, c'est de vouloir toujours, à travers les œuvres d'art, retranscrire de ce qu'est la réalité d'une expérience humaine. Mais c'est très compliqué. Limitons le propos. Juste une chose, je termine. Ce qui va se passer, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on va être fortement influencé dans le cinéma par ce qui se passe dans les jeux vidéo et par la réalité virtuelle. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir... J'allais dire malheureusement. Bah oui, malheureusement peut-être, mais c'est ce qui se passe. Oculus Rift, par exemple, ces fameuses lunettes qui nous permettent de voir en 3D, en réalité virtuelle, il y a déjà des films aujourd'hui qui sont réalisés de telle manière à ce qu'on puisse occuper la place d'un personnage. Donc c'est aussi ce qu'on veut le public, avec les IMAX, avec les 360 degrés, avec les fauteuils vibrants, avec tout ce que vous voulez, on veut pouvoir être au cœur d'un film. Et je pense que ça va participer effectivement à l'évolution d'un certain cinéma. Et on voit que c'est très difficile. On me trouverait en deux. Et on voit que c'est très difficile, ce que vous disiez. Or, la 3D, pour l'instant, on n'a pas trouvé de principes qui font que ça révolutionne le cinéma. Et vous parlez de jeux vidéo. Si. Il y a Der Polder, qui est un jeu vidéo qui a été adapté au cinéma, qui a été projeté aux Journées de Soleure en Suisse. Et la journaliste de la RTS, Julie Évrard, elle a essayé, elle a tenté l'expérience, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on voyait le film aussi, on essayait de vivre juste avant ce qui se passait dans le film. Et elle trouve que c'est finalement pas réussi. C'est-à-dire que le film tient par lui-même. C'est un bon film, ça s'appelle Polder, un bon film de science-fiction, mais après, c'est de l'adapter par une application et de dire que ça devienne quelque chose d'interactif, ça ne fonctionne toujours pas. Donc on a beaucoup de mal, encore une fois, à dépasser certains... Oui, à révolutionner le genre. Je vais vous donner un autre petit exemple d'un grand film récent, c'est Gatsby de Baz Luhrmann. Il y avait la version 3D, une version qui n'était pas 3D. Et en fait, il se trouve que par hasard, j'ai vu les deux, parce que j'ai emmené 2 fois mes enfants. Finalement, il n'y a pas du tout de... La version 3D n'est pas mieux ou n'est pas plus passionnante que la version classique de Baz Luhrmann. D'ailleurs, il n'y a pas une avalanche de grands films qui sortent actuellement en 3D. Donc on a l'impression que cette expérience qui va dans les jeux vidéo, qui a des tours encore plus près de la réalité hypnotique, elle a quand même un intérêt Guillaume, vous savez, ce qui fera un bon film, ça sera comme pour tout, une bonne histoire et une bonne histoire. C'est Jean Gabin qui disait ça. Terminons donc avec les réseaux sociaux sur cette affaire d'odorat, en jetant donc un coup d'œil sur ces réseaux, où le compte Twitter de la Web Radio, donc, qui existe, qui s'appelle Séance Radio, nous confirme le sentiment que je cite, plus qu'un film, l'odorat est une expérience poétique. Bien raison. Vous suivez évidemment sur le compte Twitter de l'émission, vous laissez vos messages sur le hashtag 300 millions de critiques, et puis vous retrouvez les infos sur le site internet aux adresses qui se trouvent au bas donc, de l'écran. C'est venu, donc c'est le moment des coups de cœur. On va commencer par vous, mon cher Michel. Très volontiers. Un site internet www.montreuxjazz en un seul mot.com. Pour quelle raison? Eh bien parce que il y a quelques temps de cela, pas longtemps, 2 semaines à peu près, eh bien, le Festival de Jazz de Montreux a mis à disposition une toute petite partie, mais une partie quand même de ces archives. Elles sont libres de droit, vous pouvez y accéder, il y a des concerts, il y a des interviews et autres. Alors le Festival de Jazz de Montreux, c'est 5000 heures d'archives, c'est 10 000 bandes, donc évidemment ça, ce n'est pas accessible, peut-être ça le deviendra avec le temps, mais pour l'heure, il y a déjà la possibilité d'aller voir quelques concerts, quelques morceaux mythiques de ce pan d'histoire de la musique qui est devenu le Festival de Jazz de Montreux, dont la totalité des archives d'ailleurs a été inscrite au patrimoine de l'UNESCO il y a de cela 3-4 ans maintenant. Yves. Alors, Snowdonia Vertigo, un premier roman de Brusquin, exemple de quelqu'un qui faisait notre métier, qui travaillait à la télévision et qui, on en parlait l'autre jour à propos de Jean Echenoz, fait le pari de devenir écrivain.
donc de se consacrer exclusivement à l'écriture. Un premier roman, il est anglophile, avec là aussi une trame, comme d'ailleurs c'est devenu une des modes, hein. Là aussi on en parlait à propos de Echnoz, c'est que maintenant beaucoup dans les romans, pour rajouter à la captivation du lecteur, il y a une histoire qui est un peu de l'ordre du polar, ou en tous les cas avec une histoire, un mystère, des disparitions, etc. Mais ça n'enlève rien à la qualité littéraire de cette première œuvre de Brusquin, auteur anglophile, qui est par ailleurs le compagnon d'une animatrice de télévision connue en Suisse. Blonde à cheveux courts, voilà, et qui travaille avec Canal+. Donnez-moi l'éditeur. Qui travaille en France actuellement. L'éditeur L'Aube de chez Harmonia Mundi, Guillaume. Merci beaucoup, le voici, on le soutiendra. Mathieu. Bon, on a parlé de Kim Nguyen. Vous avez mentionné le film qui s'est rendu en nomination pour le meilleur film en langue étrangère aux Oscars en 2013. C'était Rebelle. Vous savez, la semaine prochaine, on va parler d'un documentaire terrible sur les viols comme arme de guerre en République démocratique du Congo. C'est ce dont nous parle Kim Nguyen dans ce film-là, Rebelle, avec une actrice fabuleuse qui a été révélée dans ce film-là, qui s'appelle Rachel Mwanza. C'est du cinéma québécois, mais vraiment un cinéma québécois qui s'ouvre sur le monde. Ce film-là est un pur chef-d'œuvre. Vous pouvez le regarder en téléchargement. Il est disponible un peu partout. Si vous n'avez pas vu encore Rebelle, allez voir ça. On est très, très loin de l'odorat, mais ça montre la patte d'un très grand réalisateur, donc Kim Nguyen, Rebelle. Moi, mon coup de cœur est Daido. Voilà, donc mon coup de cœur, c'est Daido Moriyama. Daido Moriyama, c'est le William Klein japonais. Il est exposé à la Fondation Cartier. Alors, il a toujours pris ses photographies en couleur pour les convertir ensuite en noir et blanc. Mais depuis 2008, il les prend en couleur et il les laisse en couleur. Et pour la première fois en Europe, on peut donc voir ces clichés. L'exposition s'appelle Daido Tokyo. Il aime bien le décadrage à la William Klein, les images qui sont très sexy, très torrides et un peu sales. Voilà, il cherche un peu, il dit ce côté un petit peu sale. Voilà, je vous invite à découvrir cette œuvre. Dirty. Voilà, on va montrer quelques images. Hein. C'est absolument varié. Alors, il a fait aussi un diaporama, 291 photos qu'il a prises dans différentes villes. On dirait des œuvres d'Hans Bellmer. Spécialement pour cette exposition, mais en noir et blanc. Voilà, 300 millions de critiques prend fin. Nous étions ravis avec toute l'équipe, évidemment, de vous accompagner, comme chaque samedi, en tout cas chaque semaine, pour balayer ensemble l'actualité culturelle francophone. Vous découvrez derrière moi Paris, un Paris gris, mais un Paris souriant, et nous sommes ravis d'être là, donc chaque semaine avec vous et pour vous. À bientôt. I will try to express